dernier match de préparation de l'équipe de France, samedi sur TF1 à 20h50 contre les États-Unis. Et puis dès dimanche, les Bleus partiront pour la Russie où les touristes, regardez ces quelques images, se pressent déjà pour admirer, peut-être toucher, même si on n'a pas le droit, cette fameuse Coupe du Monde exposée dans le centre de Moscou. Il y a des files d'attente impressionnantes et dans tous les pays du monde, on va espérer la rapporter, cette Coupe du Monde. C'est de Moscou que nous avons entamé lundi un formidable voyage en Russie avec Michel Izard et Bertrand Lachat. On va le continuer, un voyage sur les traces de Michel Strogoff, le héros de Jules Verne, avec le transsibérien qui n'est pas en grève là-bas. On est arrivé en Sibérie hier. Encore des rencontres, encore des traditions de cette Russie profonde si mal connue. Et on va arriver au fameux lac Baïkal. Michel Izard, Bertrand Lachat et Thierry Gippé au montage. À Krasnoïarsk, comme partout en Russie, le 9 mai est un jour de gloire. On célèbre avec ferveur la victoire sur l'Allemagne nazie. La fin de la Deuxième Guerre mondiale que l'on appelle ici toujours la Grande Guerre patriotique. C'est mon père. Il est mort au front en 1943. Non, je n'ai pas du tout la nostalgie de l'époque soviétique. Mais c'est un jour important pour la mémoire. Les danseuses en robe légère de l'été 1945 sont frigorifiées. D'autres ont pris leurs précautions. Oui, c'est du renard sauvage de Sibérie. C'est le vrai. Hey, ça c'est le vrai. Non, c'est du faux. Nous, c'est du vrai. Il y a un train à prendre. Pas le temps d'attendre la fin du défilé. À la gare, Pavel, le porteur, regrette qu'aucun match de la Coupe du Monde ne se déroule à Krasnoïarsk. Pourtant, c'est très central. Nous sommes en plein milieu de la Russie. La frontière européenne est en effet à 5000 km à l'ouest, le Pacifique à 5000 km à l'est. Et le transsibérien arrive pour nous emmener. En partant, on enjambe le fleuve Yenisseï, un géant long de 5000 km qui va se jeter tout au nord dans l'océan Arctique. Michel Strogoff, lui, a dû le franchir sur une charrette avec des flotteurs. Sur les traces de ces aventures trépidantes, nous poursuivons jusqu'à Irkoutsk, 1100 km, 17 heures à travers la taïga. À bord, les hôtesses font le contrôle des billets, le ménage et la vente des gadgets du mondial, jusqu'au cœur de la Sibérie. L'exiguïté du compartiment nous permet d'admirer la souplesse de ces jeunes gymnastes qui, elles, ne rêvent pas de football. En 2024, vous voudriez participer aux Jeux Olympiques à Paris? Peut-être. Le train avale le décor à la vitesse imperturbable de 80 km/h. Allez, allez, arrête. Allez. On trinque à l'amitié franco-russe. Moscou-Irkoutsk. Heureusement, on est plus près de Irkoutsk maintenant. Allez, je vais dormir un peu. Nous laisserons le transsibérien filer loin, là-bas, vers Vladivostok, pour aller enfin découvrir Irkoutsk. Ville de 600 000 habitants, fondée par les Cosaques en 1651, très prospère au XIXe siècle, on l'appelait le Petit Paris. Au musée de la ville, que l'on visite en chaussons, le directeur Sergueï Inokentievitch Dubrovin nous montre ses collections. Les fers des prisonniers politiques, le fer des premiers rails du transsibérien et une surprise. C'est le Michel Strogoff en russe alors. Michel Strogoff. L'édition originale était sortie en 1904. Jules Verne. Les Français qui viennent aujourd'hui nous regardent toujours comme si nous sortions de ce livre.
À l'époque de Michel Strogoff, en 1876, Irkoutsk était un grand centre de commerce et d'échange avec la Chine. Aujourd'hui, au marché, les produits viennent d'Ouzbékistan et les plantes médicinales du lac Baïkal. Dans le centre, il reste quelques dizaines de maisons de bois typiquement sibériennes qui appartenaient à de riches marchands. Beaucoup sont délabrées et sans eau courante. Pendant la période communiste, elles avaient été aménagées en appartements communautaires. Larissa Vladimirovna a réhabilité un de ces appartements où plusieurs familles vivaient en partageant la cuisine et les sanitaires. Mais elle est propriétaire de cet étage, d'accord. On a racheté les pièces une par une. Mes enfants et moi, nous sommes très attachés à cette maison. Vous voyez, elle est là, sur le tableau. Vas-y, vas-y, avance. Peu à peu, la ville prend conscience de la valeur de ce patrimoine. Ici, on reconstruit une maison qui a brûlé. Des clous du 19e siècle, ils viennent de me les donner. On récupère tout ce que l'on peut. Vous pouvez nous montrer ce que vous gardez? Par exemple, cette grille en fer forgé sera restaurée et remise en place. Et ça, c'est le bois d'origine? Oui, oui, il a plus de 100 ans. À part la tronçonneuse, on utilise les techniques traditionnelles. Travailler le bois, c'est comme prendre une femme dans ses bras. Nous retrouvons Larissa Vladimirovna qui nous a invités dans sa maison de campagne, une de ces fameuses dachas, pour goûter une tradition très populaire. Moi, je ne pourrais pas imaginer vivre en Sibérie sans le banya. N'écoutant que notre conscience professionnelle, nous testons le banya, le sauna russe. Oui. Et il faut mettre un chapeau? Toujours? Toujours. Dans le banya, toujours. Toujours. L'hiver, ils installent des banyas sur la rivière gelée pour se réchauffer après un plongeon dans l'eau froide. En ce mois de mai, le vent reste frais, le printemps frémit et le soleil s'annonce sur le lac Baïkal. Le lac Baïkal, ce fameux lac Baïkal au bout du monde, où terme de ce voyage où on ira demain et on découvrira le lac Baïkal. Et puis ensuite, après avoir s'être mis dans l'ambiance de la Russie, on passera au foot dans cette édition de 13h avec des éditions spéciales quasiment tous les jours, dès demain, avec Caroline Henry. La bourse de Paris, elle monte tout petit peu, plus 0,2% alors qu'il est à 5470 points. Dans un instant, la météo des Vindelia. Un peu calme aujourd'hui avec encore des orages, mais demain ça va s'aggraver. À 20h, Gilles Boulot. Et nous, on va se quitter avec quelques images d'un beau spectacle. Il y en a plein en ce moment. Depuis la semaine dernière, la fameuse Cinécénie a redémarré au Puy du Fou, le samedi et le vendredi et le samedi à partir de la semaine prochaine. Et puis il y avait un beau spectacle, son et lumière, qui s'appelle les Féeries du Pont, au Pont du Gard. Regardez, c'est beau. Bon après-midi. Demain, ce sera Jacques Legros. À lundi. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1.